Bonjour. Alors, ensemble, on a vu le Modbus, le protocole Modbus dans une vidéo précédente et maintenant, on s'est rendu à faire des exemples d'implantation. Mais là, c'est difficile de savoir par où commencer parce qu'on doit à la fois développer un maître et un ou des esclaves. Par où on commence? Il y en a un des deux qu'il va falloir faire en premier. Ce que je vais vous proposer d'abord, c'est d'utiliser un maître qui existe déjà. Donc, dans cette démonstration, je vais vous montrer comment utiliser une application existante sur PC qui fait le protocole Modbus. Et pour l'emmener là dans la démonstration, ce qu'on apprend à faire, en fait, c'est de partir de notre ordinateur et de s'en aller sur du RS485. Bon, vous allez dire, il n'y a pas de port RS485 sur mon ordinateur. C'est tout à fait vrai. Donc, on va voir dans la démonstration comment passer du USB à RS485 pour faire la connexion avec notre module. Pour la démonstration, on va d'abord utiliser un module qui existe et qui fonctionne. Donc, juste pour faire la démonstration, ça va permettre de constater l'utilisation de l'application. Le module esclave, lui, va répondre au numéro d'identification 1 et dessus, on retrouve d'abord un LED qui va être sur un registre sur lequel on peut écrire, donc sur la partie des bits qu'on peut écrire. On avait vu, c'est les coils qui sont en écriture. Ça correspond à l'adresse 1 dans le mappage mémoire pour Modbus. On va également avoir un bouton qui lui est à l'adresse 10001, donc dans la section mémoire qu'on appelle Discrete Input, qui va lui, par exemple, être en lecture seulement. Du côté du maître, on utilise l'application gratuite QMod Master. Je vais mettre un lien dans la description en bas pour ceux qui veulent la récupérer. Donc, c'est une application qui est développée sur Qt et qui est distribuée gratuitement sur le site de la personne qui l'a développée. Il est très intéressant parce que, comme vous allez voir dans la démonstration, on peut observer les trames qui sont échangées et on peut facilement faire les commandes de base vers un module. Bon, là, le problème qu'on a, c'est naturellement l'ordinateur, il parle avec USB et notre module parle avec RS485, puis ni un ni l'autre ne peut se parler directement. Entre les deux, on va donc avoir besoin d'un pont. Donc, on va faire un pont USB à RS485. On se souvient qu'une des raisons pour laquelle on avait tant voulu utiliser le Arduino Micro, c'est qu'il y avait d'un côté naturellement le UART qui nous permet de faire des communications série, dans ce cas-ci du RS485 avec le SN75176 qu'on a utilisé dans la démonstration sur le RS485. Ceux qui ne l'ont pas vu, le lien va être dans la description en bas, mais aussi parce qu'il pouvait faire un lien USB direct. Donc, ça compensait le fait qu'il y avait juste un UART. D'un côté, on peut faire la communication série vers, par exemple, comme ceci, le RS485, et de l'autre côté, on va pouvoir faire la communication directe vers du USB. Donc, dans ce cas-ci, lui, il va nous servir de pont seulement. Et éventuellement, ça va devenir notre maître dans une autre démonstration, mais pour l'instant, il va juste faire le pont entre les deux. Alors, lui, il va utiliser la communication USB avec la librairie Lufa. On a fait la démonstration USB série qu'on va réutiliser, mais cette fois-ci, on va la bonifier. On va lui ajouter des fonctionnalités pour le RS485. Et tout ce qu'il va faire, c'est quand il va recevoir des messages sur le lien série USB, il va l'envoyer vers le lien série RS485 et vice-versa. Donc, quand il va recevoir les réponses de notre module, il va simplement les transférer vers le USB. Au niveau de l'application QMod Master, lui, il récupère ça sur le port série virtuel et c'est comme s'il parlait directement avec du RS485 grâce à cette approche-là. Et sans plus tarder, nous allons essayer tout ça. Donc, pour la démonstration, comme je disais, d'abord, par le port USB, on va relier notre Arduino Micro et qui, lui, va communiquer avec le SN75176 avec notre module qui est ici via le lien RS485 qu'on voit ici. Donc, c'est le même module qu'on avait utilisé dans la démonstration sur le RS485. Il y a un LED ici qui est contrôlé via, au fond, qui représente l'état de la mémoire 1. Et on a un bouton qui, lui, il est relié, au fond, sur les fonctionnalités du capteur, parce que ça, on se rappelle, c'est un capteur. Puis là, juste pour rendre ça un petit peu plus facile, j'ai emmené un bouton ici, là, sur le montage.
Donc, je vais pouvoir actionner le capteur de façon manuelle. Pour cette démonstration-là, ça va être plus simple. Pour le reste, le bouton qui est là, puis les autres éléments du montage, c'est pour des démonstrations qui vont suivre. Donc, pour l'instant, on ne s'en soucie pas. Bon, puis en arrière, on peut voir le JTAG. Bon, il ne nous servira pas. J'ai déjà téléchargé le code, mais on ne l'enlèvera pas parce qu'il y a d'autres démonstrations qui vont suivre. Au niveau du code, bien, comme je disais, c'est la suite de notre démonstration USB série qu'on avait fait déjà. Donc, dans ce cas-ci, qui utilise la librairie Lufa. Donc, qu'on avait utilisé précédemment pour faire cet exemple-là. Et tout ce que je fais, ben, c'est que j'ajoute ma librairie RS485. Donc, je pense que j'ai mis dans les inclusions ici, RS485. Et je fais bon, mon initialisation à 19200 à 16 MHz pour mon fréquence de CPU. Ça, c'est la fréquence de la vitesse de communication de notre RS485. Bon, à l'intérieur ici, on se souvient, il est en 8N1, puis il prend, comme on disait, la vitesse qui est ici. Et le programme est relativement simple. Donc, s'il reçoit des données sur le USB, ben, il récupère les données, donc il va les lire dans un tableau. Et tout ce qu'il fait, ben, si on a récupéré des données, il va les écrire sur le port RS485. La seule chose qu'il faut s'assurer naturellement, c'est que les tampons, donc les mémoires tampons, sont au moins égales. Bon, ici, on peut voir le tampon pour récupérer les données du USB. La mémoire est de 64. Puis, pour la transmission, c'est la même chose, en fait. Ici, on a 64 aussi dans le buffer de transmission. Au niveau du RS485, ben, c'est la même chose. Donc, ici, on a des tampons en réception et en transmission de 64. Donc, on est sûr que ça va tout le temps être possible de faire les échanges de données. On retourne dans le programme principal. Et donc, ça, c'est pour la réception des données sur le USB. On les transfère vers le RS485. Et la même chose, donc si on reçoit des données sur RS485, on en fait la lecture. Donc, on se souvient, par exemple, le RS485 retourne un octet à la fois. Donc, on remplit notre tableau tant qu'il y a des données et qu'on n'a pas dépassé la dimension maximum de notre tableau de transmission. Alors, on remplit comme ça notre tampon de transmission, puis une fois qu'on a fini de le remplir ou qu'on a atteint la taille maximum, ben, on envoie tout ça sur le lien série. Puis ici, ben, il y a la fonction là, USB task qu'il faut tout le temps appeler pour l'enseignement qui continue de faire les fonctionnalités USB en arrière-plan. Donc là, ici, c'est dans Hardware Init, les éléments qui étaient liés avec la démonstration USB. Puis nos fonctions qu'on avait déjà vues dans la démonstration sur le lien virtuel série USB. Une fois que ça, juste pour s'assurer que c'est bien téléchargé, on l'envoie à l'intérieur. Excellent, donc c'est envoyé dedans. Maintenant, si on regarde l'application QMod Master, première chose qu'on va devoir faire quand on ouvre l'application, c'est d'aller configurer notre port de communication série. Donc, dans ce cas-ci, on est en Modbus RTU, série ici, c'est ici qu'on fait la configuration. Bon, moi, je le sais déjà, mon port est sur le port série 20, donc naturellement, il faut aller déterminer quel est son port. Par exemple, on va dans Gestionnaire de périphériques. Et on va vérifier là, quand on connecte notre Arduino ou quand on le reprogramme, quel port de communication correspond. Dans ce cas-ci, moi, c'était le numéro 20. L'autre qu'on voit, l'autre port série, c'est mon câble série USB qui est sur un autre port naturellement. Bon, donc le 20. Dans ce cas-ci, vu qu'on est dans une communication virtuelle, les paramètres qu'on inclut ici n'ont pas vraiment d'importance. Par principe, je les ai mis identiques à celles du RS485, mais c'est que par principe, j'aurais pu mettre n'importe quoi. C'est vraiment juste du USB en réalité en arrière de tout ça. Pour le mode de communication, donc ici, je suis en RTU. Bon, une fois que c'est fait, la communication, ça serait peut-être bien de se connecter. Donc, le bouton pour se connecter, il est ici. On peut aussi sauvegarder puis importer des configurations si on en a. Avant de commencer à transmettre des données, on va juste vérifier qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, premièrement, le mode RTU, ben là, il est sélectionné. L'adresse à laquelle on va vouloir communiquer ici, c'est ben, l'adresse 1 pour commencer.
Le scan rate, on va voir, il y a une façon de faire des lectures là, en boucle de façon continue. Le temps minimum, je pense que c'est ça, ouais, c'est 1000 millisecondes, le plus rapide qu'on peut aller. Ensuite, on doit choisir la fonction qu'on veut faire. Donc, on se souvient, là, la majorité des fonctions sont ici en ce moment. Donc, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Donc, les 4 premières, c'est pour faire des reads aux différents endroits en mémoire. Puis ensuite, on avait les write. Donc, write single core, write single register, write multiple core, write multiple register. Donc, dans notre cas à nous, on va commencer par contrôler le LED. Donc, write single core, fonction 5. À quelle adresse? Donc, la première adresse dans notre cas à nous. Puis ici, en ce moment, ben, le LED il est éteint. Donc, on va l'allumer pour voir que ça va changer. Puis, une fois qu'on a bien sélectionné, on peut appuyer ici. Mais avant de faire le read-write, je vais juste ouvrir une autre fenêtre qui est le Bus Monitor. Donc, lui, je l'aime bien parce qu'il nous permet de voir les trames qui sont envoyées et reçues. Donc, ça va nous permettre de voir, là, surtout quand on va faire du développement, on va probablement faire des erreurs au départ. Ça va nous permettre de voir là, exactement les erreurs parce qu'on va voir, il va commenter. Il va nous donner des informations sur le type d'erreur qu'on va avoir. Bon, maintenant je suis prêt, je fais envoyer, recevoir. Donc, on voit la trame qui est envoyée, on voit la trame qui est reçue. On voit aussi mon LED s'est allumé, le LED vert ici, là, on peut voir sur le côté, là, qui est maintenant allumé. Ça nous dit que les données ont été écrites correctement. Donc, on se souvient, quand on envoie une trame d'écriture pour un COI, il nous retourne en écho la même trame. Donc, ça confirme qu'il a reçu tous les paramètres correctement. Justement, là, si on regarde cette trame-là qui a été transmise, 0,1 pour le numéro d'identification, 5 pour la fonction, l'adresse de départ 0000, on se souvient, c'est relatif, les adresses. Bon, dans ce cas-ci, c'est l'adresse 1 parce que c'est un discrete COI, donc c'est quelque chose qu'on est capable d'aller écrire dedans. Ensuite, on a FF0 parce qu'on écrit juste sur 1, on se souvient, c'était pas 0,1 qu'il fallait envoyer, c'était FF00. Puis ben, le code CRC à la fin. Puis bon, dans ce cas-ci, si le CRC n'était pas bon, il nous donnerait une erreur aussi, autant dans la transmission que l'écho. On est sûr que la transmission, il n'y a pas d'erreur habituellement, c'est lui qui le génère, mais dans l'écho, des fois, on va peut-être avoir des erreurs dans les réponses. Donc on verra par après, on ira en générer une erreur, on verra qu'est-ce que ça va faire. Bon, là, on peut voir, là, avec ça, je peux faire 0 puis 1, puis le transmettre. Là, ici, je vais juste faire ça comme ça parce que je l'ai encore envoyé allumé. Là, maintenant, je vais l'envoyer éteint. On peut voir que ça l'a éteint le LED. Je peux le faire en boucle aussi. Donc, je peux le partir en boucle. Puis, naturellement, ben, selon l'état que je mets ici, on peut voir le 0. On peut voir que le LED allume ou éteint, dépendamment si je mets des 0 et des 1. Donc, ça, c'est pour la boucle. Encore une fois, ici, on peut choisir la vitesse. Le minimum, c'est 1 seconde. C'est correct parce que au départ, c'est intéressant d'avoir comme pas trop de messages. À l'oscilloscope, ça va être plus facile de les isoler aussi. Donc, on va être capable de faire des analyses là, quand on va avoir des problèmes à analyser. Mais le Bus Monitor va beaucoup nous aider aussi. Deuxième chose qu'on peut faire, qu'on veut faire en tout cas dans ce cas-ci, c'est d'aller lire le bouton. Donc le bouton qui est relié ici sur le panneau, puis lui, c'est pas dans la même fonctionnalité. Donc ici, il faut utiliser read core, donc ça va être la fonction 1. Oh non, c'est pas read core, c'est read discrete input, hein, parce que c'est une entrée. Puis l'adresse de départ 1. Le nombre d'entrées qu'on veut aller lire, c'est une. Donc, dans ce cas-ci, parce qu'on en a juste une, si on en met plusieurs, je pense qu'il va nous donner une erreur de toute façon. On va voir qu'est-ce qu'il va nous répondre. Donc, ici, encore une fois, j'ai envoyé la requête, puis ici, il nous écrit la réponse. Donc, en ce moment, il me dit qu'il est à 1. Ben, le bouton, il est en actif bas. Donc, on peut voir le ground est envoyé juste si j'appuie. En ce moment, ben, il est envoyé au 5 volts par défaut. Donc là, si j'appuie sur le bouton et que je fais une lecture, là, on voit que c'est tombé à 0 maintenant dans la lecture. Je peux aussi partir en boucle, puis là, ben, on va le voir se mettre à jour en fonction de si j'appuie ou j'appuie pas. Donc là, j'appuie pas, il est à 1, j'appuie, il est à 0. Puis sur le côté ici, on voit passer tous les messages en continu. Donc on peut aussi sortir de là,
On peut sauvegarder les messages pour faire des analyses. Ça, c'est bien intéressant. Bon, qu'est-ce qui arrive si le module n'est pas là? Donc, tenez, on va enlever le module. Donc là, ça me donne des erreurs. Premièrement, il me dit le timeout, on n'a pas reçu. Puis en bas, on voit les statistiques qui changent. Donc là, il dit, ah, j'ai des erreurs qui augmentent. Ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Juste reconnecter. Il va repartir. Et puis là, ben, les erreurs arrêtent. Puis je vais juste effacer pour qu'on voit repartir. Puis là, il continue. Puis on recontinue à lire notre bouton comme précédemment. Bon, là, on a fait des messages qui étaient supportés par notre module. Qu'est-ce qui arrive si on envoie un message qui n'est pas supporté par notre module? Bon, dans le cas de notre module, en ce moment, pour les lectures, la mémoire est en octets pour le module capteur, comment je l'ai fait, ce qui fait en sorte que même si on a juste une case mémoire, ben, les 8 premières sont supportées parce qu'il y a un registre complet de 8 bits qui est disponible, donc 8 adresses en bits qui sont disponibles. Ce que je vais faire, je vais essayer de faire une lecture sur la 9e adresse, donc en dehors de mon premier octet. On va voir qu'est-ce qui arrive. Donc, j'envoie cette commande-là et ce qu'on retourne comme message dans ce cas-ci, il nous dit OK, tu m'as envoyé 0,1. Là, il dit je t'envoie 82 parce que tu m'as envoyé la fonction 0,1, 0,2. On se souvient quand il y a une erreur, les exceptions, il met le bit le plus significatif à 1. Donc, on a envoyé 2, il nous retourne 82. Il nous dit la nature de l'erreur. Donc, il nous dit le code d'erreur c'est 2, puis ben, le CRC après ça qui est calculé. Puis, c'est intéressant parce que le système nous décode même l'erreur dans ce cas-ci, puis il dit erreur, l'adresse est illégale. Okay? Puis on se souvient, on peut retourner aussi à la documentation ou à la présentation qu'on avait faite précédemment pour voir les codes d'erreur. Puis le code 2, c'est adresse illégale. Donc, on devrait avoir le code 1 si on fait une fonction illégale. On va essayer de faire une fonction illégale pour voir. Donc, pour faire une fonction illégale, ben, on va lui envoyer une fonction qui ne devrait pas supporter. En ce moment, il n'y a aucun holding register dans ce module-là. Donc, si on envoie la fonction 3, en théorie, il devrait nous dire qu'il n'est pas content. Et c'est exactement ça. Donc, avant même de regarder les adresses qu'on lui demande, ben, il dit que la fonction elle-même, il ne la reconnaît pas. Donc, il ne la supporte pas, en fait, dans ce cas-ci, dans ce module-là. Donc, on a envoyé 0,1, 0,3 pour la fonction avec bon, les informations qui suivaient. Puis lui, ben, il nous retourne 0,1, 83, 0,1 pour dire fonction illégale, donc premier code. Puis ce qui est encore vraiment intéressant, Bossminter nous décode tout ça. Donc, on a plein d'informations, les erreurs ici qui sont données, combien de paquets on a envoyés, des choses comme ça. Ici, on peut avoir une analyse des paquets transmis et reçus. Si on clique dessus, là, il nous donne des analyses des deux côtés. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. C'est un outil qui est gratuit. Puis, comme on a vu, il est facile à mettre en œuvre avec le Arduino Micro. Puis la librairie Luffa, ça se fait en quelques minutes. Donc, surtout si on a encore notre projet qui dort en arrière, on fait juste introduire notre RS485, puis on a un module maintenant qui permet de faire la traduction entre USB à RS485 pour développer notre premier module. Donc là, à la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est justement ça. Donc maintenant qu'on a un master pour émuler en tout cas la communication Modbus sur le RS485, ben on va pouvoir développer notre capteur. Bon, il existe déjà, il est déjà fonctionnel, mais je vais vous montrer comment je le réalise dans une prochaine vidéo. Et pour ne pas manquer cette prochaine vidéo, bien naturellement, abonnez-vous, sonnez la cloche pour être averti quand je vais mettre les nouvelles vidéos en ligne. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à vos amis. Sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo.